Bonjour tout le monde, ici Francis Paquin et bienvenue au Balado Box Le Compte de 8. Cette semaine à l'émission, Lucian Boutet tire sa révérence. Une victoire et un malaise pour Kubrat Pulev. Une nouvelle adversaire pour Marie-Ève Dicker. Alexander Usyk passe chez les poids lourds et une première défense de titre pour Alexander Gvozdyk. Et c'est avec plaisir que je retrouve Adrien Meur. Salut Francis. Adrien, Lucian Boutet a officiellement annoncé sa retraite mercrredi soir au Centre Bell. C'était très émotif. Boutet a mis 5-6 secondes avant de se mettre à pleurer, à être rongé par l'émotion. Il a notamment dit « Nous avons passé des moments inoubliables ensemble, mais c'est le moment de tirer ma révérence, de tourner la page. C'est très dur, mais c'est la meilleure décision que je prends. Aujourd'hui, je sors de ce sport la tête très haute. Et grâce à Dieu, en santé, Adrien, nous avions reçu Lucian Boutet en octobre 2017, ici au Balado Le Compte de 8, pour marquer les 10 ans de sa victoire contre Alejandro Berrios, ce qui avait permis de devenir champion des super moyens de l'IBF. Et à ce moment-là, c'était très clair, même s'il nous a dit que c'est le fait d'avoir été père pour la deuxième fois qui a vraiment réalisé que c'était le moment d'arrêter, qui ne remonterait plus jamais dans l'arène. Oui, ça se voyait à son visage, à son attitude. On voyait un gars qui était peut-être un petit peu usé par les combats, mais surtout qui avait tourné la page, qui était passé à autre chose un petit peu mentalement. On sait qu'il a bien géré son argent, il a mis de l'argent de côté pour le futur. Il a une famille, il a une vie après la boxe qui est déjà assez clairement définie. Il n'y avait pas vraiment de raison pour lui de revenir dans un ring parce qu'il n'avait plus rien à gagner par rapport à ce qu'il avait déjà fait dans sa carrière. Il n'allait plus remporter un titre de champion du monde. Il n'allait plus avoir la crédibilité qu'il avait avant sur la scène mondiale. Donc il n'avait plus vraiment grand-chose à revenir. Et puis on voyait que mentalement, il n'était pas prêt à remonter dans un ring. Il avait déjà, même s'il ne voulait peut-être pas se l'avouer à lui-même ou le dire publiquement, on voyait qu'il n'avait plus vraiment la tête à la boxe, qu'il n'avait plus la mentalité de gagnant, de monter dans un ring pour se prouver des choses, pour prouver au public qu'il était un champion. Il a déjà fait tout ça et il n'avait plus la motivation, si tu veux, d'être un boxeur professionnel. Et ça peut être dangereux pour ta santé quand tu es plus là mentalement. De monter dans un ring contre un boxeur qui, lui, a faim, ça peut être dangereux pour ta santé parce que tu n'es pas prêt à faire les efforts pendant le combat, à prendre les coups. Ça peut être compliqué, donc on le sentait venir, cette retraite, puis ça faisait un petit moment déjà qu'il ne s'était pas battu. Donc ce n'est pas une surprise. C'est bien évidemment une bonne décision pour lui parce qu'il avait tout prévu pour sa retraite, pour le futur. Et voilà, c'est une décision logique, mais faut pas s'en surprendre. Il ne faut pas être surpris. Et on dit, c'est évident, la boxe c'est un sport individuel, mais il y a tout un travail d'équipe derrière. Et c'est pas pour rien, Boutet était flanqué de ses deux entraîneurs, Stéphane Larouche et Howard Grant, qui étaient là pour l'occasion, et de ses deux promoteurs, Jean Bédard et Yvon Michel. C'est Boutet lui-même qui a fait la demande pour que tous ces hommes de boxe soient à leur côté. Stéphane Larouche, on sait, toujours le mot pour rire, a lancé quelques blagues quand il s'est rappelé ses meilleurs souvenirs, mais on l'a senti aussi qu'il était rongé par l'émotion. A tenu à dire que Lucian Boutet était un être humain exceptionnel. Et d'ailleurs, je pense que c'est l'ambiance générale qui régnait, malgré, on sentait qu'il y avait énormément d'émotions du côté de Boutet, mais sur le parterre, c'était le cœur à la fête. On se rappelait des bons moments. Jean Bédard a pas mal discuté avec les journalistes ensuite. On sait maintenant, c'est complètement retiré du monde de la boxe, a cédé Interbox se concentre sur ses activités en restauration, avait tellement d'anecdotes à raconter, tellement de projets en affaires. Et on voyait là, on se rappelait justement ces bons moments de Lucian Boutet. Je ne sais pas, toi, ton meilleur moment, mais pour moi, là, ça a vraiment été son combat contre Berrios. Ça a marqué, c'était ma première couverture pour le compte de RDS à la boxe. D'ailleurs, j'ai écrit une chronique à ce sujet-là. Je me rappelle beaucoup de ce qui s'est passé en amont de ce combat-là, moins de la soirée en tant que telle, à part la tête de Berrios qui allait dans tous les sens dans le round où Boutet a été sacré champion. Toi, tu n'étais pas encore au Québec à ce moment-là, mais est-ce que tu as un souvenir plus... Le premier souvenir que j'ai de lui en arrivant ici, c'était le premier combat contre Andrade. Donc, qui a fini de manière dramatique, on s'en souvient, Boutet qui tombe au tapis, le compte peut-être un petit peu long, il gagne dans des conditions, on dirait un film de Rocky, donc ça forcément ça marque les esprits. Et puis c'est un petit peu un tout aussi, c'est le côté gentleman de Boutet, tu l'as dit, tout le monde était là, tout le monde était content et triste en même temps.
se rappeler les bons souvenirs parce que forcément il a laissé des bons souvenirs à tout le monde. C'est tellement une personne qui est attachante en dehors du ring que tu peux pas ne pas apprécier le personnage. Et il a fait tellement de défenses de titres. C'est le boxeur qui a été le plus populaire au Québec, qui a amené les plus grosses foules au Centre Bell et dans d'autres arénas. C'est forcément quelqu'un qui fait quand même l'unanimité ici et qui a laissé des bons souvenirs par son style de combat également, par les KO qu'il a réussi. Je m'en souviens celui contre Miranda, où Miranda fait vas-y, tu me fais pas mal, frappe-moi. Ben, il l'a frappé, puis Miranda, il s'est pas relevé. Il y a des moments comme ça qui ont marqué les esprits. C'est le fameux orgasme du cogneur que Lucien Boutet avait connu. Effectivement. Et donc, bon, il n'y a pas un seul moment qui ressort pour moi. Il y en a plusieurs. C'est un tout, cette carrière. Et c'est aussi l'amour que le public lui a apporté parce que on voit d'autres boxeurs qui ont connu du succès, mais qui étaient polarisants, qui étaient soit on l'aimait, soit on le détestait. Je pense notamment à Denis Stevenson. Et alors que Boutet, lui, il y a très peu de personnes il y en a, hein, mais il y a très peu de personnes qui ne l'aiment pas. La grande majorité apprécie le personnage et le boxeur. Et c'est pour ça que ça a été crève-cœur pour tout le monde, cette défaite contre Carl Froch, où il a pris énormément de coups, il a subi beaucoup de dommages. Et on a vu qu'il n'a plus été le même boxeur par la suite. On a senti que ça avait... J'étais dans un bar pour regarder le combat et puis on voyait les mines déconfites de tous les spectateurs qui étaient venus encourager Boutet. Il y a d'autres boxeurs, quand ils perdent, les gens sont déçus, mais ils n'ont pas... Là, on aurait dit que c'était un membre de leur famille qui avait perdu. Donc c'est oui, tout l'ensemble de sa carrière, mais aussi sa relation avec le public, sa manière d'apprendre le français pour s'intégrer, pour se faire accepter ici. C'est un tout, cette carrière de Boutet, et je pense qu'il va laisser un excellent souvenir à tout le monde. Tu parles de la défaite contre Carl Froch à Nottingham. Il a décrit ce combat-là comme le pire moment de sa carrière. Dans le fond, c'est ce qui a mené un peu, ça a été le début de la fin dans son cas. Il est revenu, a gagné un combat contre Denis Grachev. On sentait, hein, la chaîne a déraillé, n'a jamais été remise complètement. On pense notamment au combat contre Jean Pascal. Moi, je me souviens, j'étais assis à côté de Jean-Luc Legendre et on voyait sur l'écran géant du Centre Bell la marche vers le ring et on sentait qu'il s'en allait à l'abattoir. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Il s'est fait dominer. Mis à part le dernier round où on sentait que Jean Pascal avait un peu laissé de terrain à son adversaire pour faire la promotion d'un éventuel combat revanche qui n'a jamais eu lieu parce qu'il n'y a absolument aucun intérêt pour ce combat-là. Par contre, tu l'as bien expliqué. Hein? Il y a un aura là, un peu d'angélisme autour de Lucien Boutet. Puis je pense pas que mercredi, c'était le temps de ressasser ces histoires-là. Mais reste que tu sais où je m'en vais. Exactement. Peut-être un fin limier. Les histoires de dopage de Lucien Boutet, bon, une semaine là, après l'annonce de sa retraite, on peut plonger et dire ça veut vraiment pas coller à la peau. Là. Même si son explication à l'époque était un peu bancale, l'analyse que j'en ai fait rapidement, puis même avec le temps, ça se maintient, c'est qu'il était un peu prêt à croire n'importe qui, à accepter n'importe quoi pour redevenir un jour champion du monde. Angel Heredia, c'était pas quelqu'un qui était pur. Loin de là. Avant qu'il s'associe avec lui. Il y avait comme un danger là, de s'acoquiner avec ce type d'individu et malheureusement, il a été pris la main dans le sac. Oui, et c'est ce qu'on disait, l'amour que lui porte le public, ils l'ont excusé un petit peu pour ça. Quand je dis qu'il y a des personnes qui ne l'aiment pas, c'est justement à cause de ce contrôle antidopage positif. Mais la plupart des gens l'ont excusé parce qu'ils l'aiment bien. C'est bête à dire, mais souvent quand tu as une idole, tu vas pouvoir lui excuser des comportements en dehors du ring ou en dehors des terrains, si c'est un athlète de soccer ou peu importe, que tu pardonnerais pas à une personne normale. Mais comme c'est ton idole, tu vas arrondir les angles et tu vas pouvoir lui excuser certaines choses. Je pense que c'est le cas pour ce contrôle positif de Boutet. Ça reste au compte de 8, ici on bâche souvent les boxeurs qui ont été pris pour dopage. On ne peut pas faire une exception pour Boutet. C'est forcément une tâche à son dossier et à ce qu'il laisse comme souvenir au public d'ici. Mais on a pu voir que ça n'avait
pas eu énormément de résultats, d'influence sur ses résultats parce que ça n'a pas été le même boxeur qu'il a été avant. Il s'est peut-être donné une aide illégale physique, mais le problème, il n'était pas physique, il était mental. C'était il n'arrivait plus à laisser partir ses coups. Il avait cette peur de se faire passer le KO comme ça avait été le cas à Nottingham. C'est vraiment du côté mental que ça a pêché pour lui après cette défaite. Et le dopage qu'il a reçu avec Heredia l'a pas vraiment aidé à avoir des meilleures performances par la suite. Je me souviens pas, j'avais raconté cette anecdote-là, mais Luchan Boutte, malgré le fait que ce soit incliné là, de manière assez décisive à Nottingham, il a quand même gagné le respect de plusieurs personnes impliquées dans le milieu de la boxe parce qu'il s'est retrouvé à un certain moment où il n'y avait plus d'options sur la table. La dernière qui lui restait, c'était de mordre dans le protecteur buccal et d'échanger coup pour coup en espérant que quelque chose survienne, ce qui n'est pas arrivé. Mais Boutte, dans les circonstances, là, à cette époque-là, a démontré quand même du courage. Bon, ça n'a pas tourné comme il l'aurait souhaité et on l'a bien expliqué là, tout de suite, toutes les conséquences qu'il y a eu à la suite de cette défaite, mais reste que c'est quelqu'un qui a fait tellement pour l'industrie de la boxe au Québec, l'a amené à un autre niveau. Éric Lucas avait réussi à rendre ce sport-là peut-être acceptable dans le public en général. Et je regardais les chiffres d'assistance au fil de sa carrière, des défenses là, qui n'étaient pas nécessairement spectaculaires contre Jesse Brinkley. Notamment au Brian McGee. Il y avait quand même 12-13 000 personnes. Il y a plus de 16 000 personnes chaque fois qui ont assisté au combat contre Librado Andrade. Centre Bell à pleine capacité contre Jean Pascal. Donc, il a généré énormément d'argent dans cette industrie-là et il a permis à des boxeurs de développer leur talent pendant ce temps-là. Bon, il n'y a pas nécessairement eu de champion du monde hormis Adrian Diacono, mais reste que des boxeurs comme Benoît Godette ou encore Sébastien Gauthier ont eu la chance de se développer et d'atteindre un niveau nord-américain, même davantage. Donc, quand même un héritage assez important. Là. Forcément, quand tu as une locomotive comme ça dans la boxe québécoise, ça va tirer tous les autres boxeurs avec lui derrière. Et ça permet de donner aussi une visibilité aux boxeurs d'ici, au réseau américain. Parce que bien évidemment, quand tu as un champion du monde dans ta cour, les grands réseaux vont s'intéresser à toi, vont s'intéresser à présenter des combats avec Luchan Boutte, surtout quand ils voient que le public vient à plus de 10 000 personnes, plus de 15 000 personnes parfois. Aux États-Unis, ils ont du mal à attirer 3 000 4 000 personnes pour des combats de championnat du monde. Quand ils voient l'affluence qu'il y a ici, forcément, ils s'y intéressent. Ça permet aussi de développer chez les plus jeunes l'envie de devenir boxeur, le rêve de devenir champion du monde. Et peut-être que dans quelques années, on va voir une génération inspirée, dont certains seraient inspirés par Luchan Boutte, arriver à un niveau mondial et pourquoi pas aspirer à une ceinture de champion du monde comme leur idole. En terminant, il nous a dit, pas question qu'il devienne entraîneur parce qu'il a tellement consacré d'années de sa vie à l'entraînement et à la présence quotidienne. Là, veut demeurer impliqué dans le monde de la boxe. Davantage à titre de promoteur, comme il fait déjà avec les frères Bruno et Dario Bredicéan, ou encore comme analyste dans les médias électroniques. Donc, peut-être qu'un jour va devenir un de nos collègues. Quand même une connaissance assez aiguisée de ce sport-là. Oui, il a été champion du monde dans les rangs professionnels, mais avait connu énormément de succès aussi dans les rangs amateurs. Donc, assurément une contribution l'a amené au monde de la boxe. Adrien, je ne sais pas si tu avais vu, mais le combat entre Marie-Ève Dicker et Lina Tejada a été annulé. Oh oui. Et je ne sais pas si tu as vu la photo de Tejada. Tout à fait. La Régie des alcools, des courses et des jeux a découvert que l'aspirante dominicaine était aveugle de l'œil gauche. Pourtant, tous les tests qu'on nous avait fait provenir ici au Québec, tout était positif, mais bon, la Régie ne se fie qu'à une personne ou à une entité elle-même, et on n'a pas pris de chance, et on a découvert le poteau rose, et on peut s'imaginer que c'est pas un problème qui est survenu il y a 2-3 semaines auparavant, parce que Stéphane Arnois, entraîneur de Marie-Ève Dicker, avait noté une faiblesse de ce côté-là de son adversaire, pensait l'attaquer, donc... C'est bizarre, elle ne voit pas les coups venir de ce côté-là. On se demande pourquoi. Pourtant, elle s'est battue dans des contrées qui sont censées être sérieuses, là, je pense notamment en France ou en Allemagne, donc... Comment est-ce qu'un médecin du sport peut autoriser une personne qui a un œil qui est déjà blanchi? On voit clairement qu'elle est aveugle de cet œil-là. Comment un médecin a pu autoriser cette femme-là à boxer dans un ring professionnel? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment ces médecins-là ont encore une job aujourd'hui. C'est incroyable, on le voit clairement. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour se rendre compte qu'elle est aveugle. Elle a l'œil qui est à moitié blanc.
C'est incroyable. Je ne jette pas la pierre à Tejada qui, elle, fait son métier. Peut-être qu'elle n'a pas d'autre option dans la vie, qu'elle s'est entraînée pendant des années pour devenir boxeuse et qu'à un moment, je ne sais pas à quel moment de sa vie ça s'est passé, parce que ça m'a pas l'air d'être depuis son enfance, ça a l'air d'être au cours de sa carrière. Mais comment? Tu peux pas amener une boxeuse comme ça et paraître sérieux. Ton adversaire est aveugle. C'était pas la première fois non plus que ça survenait au Québec. Et Yvon Michel aussi avait été malheureusement impliqué là-dedans. Un combat en 1998. Ouais. Éric Lucas était censé faire la finale. C'était encore l'entité Interbox. Et c'est un boxeur brésilien qui s'était battu 2 fois en combat de championnat du monde, donc contre Chris Eubank père, et lui avait donné quand même du fil à retordre. Et il était aveugle là, depuis le début de sa carrière. Et là, c'est un reportage que notre ami et collègue Roch Carignan a placé sur la zone vidéo de RDS.ca. Je vous invite à le visionner. C'est un bijou. C'est magique. C'est magique. Et quand on voit l'entraîneur du Brésilien qui lui dit il nous a jamais dit qu'il était aveugle, et quand on lui a demandé pourquoi, il nous a dit vous m'avez jamais demandé. C'était ça la raison. Donc c'est magique ce reportage, il faut le voir. Et en plus, ce gars-là a 37 combats, le Brésilien, 37 combats en carrière, 2 championnats du monde. Et il n'y a aucun médecin qui s'en est rendu compte. Par rapport à Tejada, au moins, ça ne se voit pas à l'œil nu. Désolé du jeu de mots, mais ça ne se voit pas qu'il est aveugle. Ses 2 yeux sont pareils, c'est pas visible facilement. Mais n'empêche, ça montre le sérieux de la commission de la régie au Québec, parce que c'est 2 boxeurs qui ont pu boxer à droite à gauche en Allemagne, au Brésil, dans plusieurs pays, qui n'ont jamais été inquiétés avec leur cécité, alors que là, au Québec, on s'est rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème et on les a empêchés de se battre pour raisons médicales tout à fait logiques. Ça montre le sérieux de la régie par rapport à d'autres commissions dans des pays qui sont réputés être des pays de boxe. Oui, parce qu'on savait qu'il y avait inévitablement des conséquences à l'annulation du combat principal, mais on n'est pas là pour vendre un spectacle à la régie, on est là pour préserver l'intégrité du sport, et ça a été mission accomplie. En l'absence de Marie-Ève Dicker, c'est Shaquille Finn qui avait déjà fait quelques finales et qui a aussi un bassin de partisans quand même assez important, qui s'est battu en finale, donc il a gagné son combat. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va affronter le Brésilien Bruno Sandoval le 8 juin prochain en finale du gala qui est toujours présenté en marge du Grand Prix de Formule 1 pour le titre intercontinental des super moyens de l'IBF. C'est ce titre-là qui lui avait échappé à la suite de son verdict nul contre Dario Bredicéan le 1er décembre dernier à Québec. Verdict nul assez controversé parce que je pensais beaucoup de gens qui l'avaient largement gagnant sur leur carte. Encore une fois, Finn, début de combat peut-être un petit peu lent. Attend que les choses se mettent en place. Quand il décide d'appuyer sur l'accélérateur, ça se passe très bien, mais des fois, à un haut niveau, ça ne pardonne pas d'être lent avant de se mettre en marche. Donc, ce sera quelque chose à vérifier parce que c'était un 2e combat de suite là, où les choses étaient un peu plus compliquées. Sinon, pas nécessairement grand-chose à retenir de ce gala, si ce n'est que peut-être la victoire de Terry Ozias, une victoire par knockout acquis au 2e round, ou encore les débuts professionnels de Louis Jourdain, qui est un combattant d'arts martiaux mixtes. Donc, premier combat de boxe. On a raté 1 an là, à cause de diverses blessures, notamment au genou. Et je lisais, je ne me rappelle plus où, comme d'habitude, qui avait peut-être davantage une carrure qui était faite pour la boxe plutôt que pour les arts martiaux mixtes. On sait que son frère Charles est une des têtes d'affiche de l'organisation TKO. D'ailleurs, va se battre dans un combat de championnat. Il passe à la catégorie supérieure. Donc, c'est intéressant à suivre parce qu'il a montré de très belles habiletés en boxe pour un premier combat. Oui, quand tu es grand et lancé pour la boxe, c'est très bien parce que tu as une grande portée. Tu es aussi plus loin. Quand tu es plus grand que l'adversaire, c'est plus facile d'esquiver les coups, de te retirer. Alors qu'en arts martiaux mixtes, c'est important d'avoir de la masse à cause de la lutte. Parce que forcément, quand tu as un petit Rabelais qui vient lutter avec toi, ça demande plus de force physique, alors que la boxe, c'est plus mécanique. Où tu vas utiliser les mouvements de ton corps pour générer de la puissance, alors qu'en arts martiaux mixtes, au niveau de la lutte, c'est vraiment de la force. Il y a de la technique, bien évidemment, mais c'est beaucoup de force pure. C'était un gros samedi dans le monde de la boxe. On avait un gala ici présenté au casino. Sinon, en Californie, Kubrat Pulev qui affrontait Bogdan Dinu. On rappelle un poids lourd qu'on connaît bien. Il a déjà été avec Interbox, entraîné par Stéphane Larouche et Pierre Bouchard. Et ça marquait pour Pulev
Le boxeur bulgare, ses débuts en sol américain et ESPN, qui associé à Top Rank, avec qui Pulev a signé une entente de co-promotion, ont vraiment mis le paquet. Et à un certain moment, Adrien, là, je te jure, je pensais que Pulev avait trouvé le remède contre le cancer. Bon. Ouais, ils essayent de le vendre, c'est normal. Oh oui, c'était incroyable. C'est des reportages à n'en plus finir, des ralentis, de la narration avec une voix bien grave. On veut vraiment nous le vendre. J'avais eu l'occasion de côtoyer certaines personnes au cours des dernières semaines, étant donné qu'il y a eu plusieurs galas au casino. On me disait, bon, Dino est rendu, on lui avait un peu conseillé de abandonner sa carrière professionnelle parce qu'il n'y avait pas nécessairement là, d'avenir très, très glorieux sur le long terme et membre des forces policières spéciales, membre de l'équipe tactique en Roumanie. On disait c'est un très bon salaire, c'est un bon emploi, concentre-toi là-dessus. Et on a été un peu déçus de sa prestation contre Jarrell Miller, c'était au Kansas il y a quelques mois. Et ça a été un peu la même chose contre Pulev parce que hormis là, cette séquence au 4e round où il a ouvert une brèche dans les gauches de Pulev, ensuite... Ouais, il est tombé au neutre, complètement. Complètement. Et puis même les coups qu'ils l'ont envoyé au sol, c'était pas, comme on dit en bon français, des coups flush. Ouais. C'était des directs dans les gants et on sentait là, qu'il cherchait la première occasion pour tomber sans trop se faire mal. Ouais, bah c'est un peu ce que Tim Bradley disait dans le broadcast de nos confrères américains. Il disait, je l'ai vu abandonner une fois contre Jarrell Miller, il aurait pu se relever, il a décidé d'abandonner. Et quand tu abandonnes une fois, ben, c'est beaucoup plus facile d'abandonner une deuxième fois. La première fois, c'est le plus dur. La deuxième fois, ben, tu l'as déjà fait. Donc forcément, ça passe un peu mieux. Et c'est un peu ce qu'on a senti chez Dino parce que je trouve qu'il a bien commencé le combat. Il était assez mobile, il utilisait bien son jab, sa portée. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a ouvert cette brèche, comme tu dis, c'est même pas une coupure, là, c'est une brèche sur l'œil gauche de Pulev. C'est qu'il a utilisé sa main avant, son jab, pour baisser la garde de Pulev. Un peu comme fait Lomachenko, il baisse la garde pour ouvrir un chemin pour sa droite. Sa droite était parfaitement appliquée, la technique était belle. Il va lever le coude après l'impact pour vraiment tourner le poing et c'est ça qui crée la coupure. C'est qu'on va tourner je trouve jamais le mot, les jointures, merci, sur la peau de l'adversaire et c'est ça qui va créer la coupure. Et cette coupure, elle était extrêmement compliquée parce qu'elle est en étoile, comme une étoile à 3 branches. Et c'est ça qui l'empêche de se refermer par rapport à une coupure qui est nette, qui est toute droite. C'est cette troisième branche qui fait en sorte que ça va s'ouvrir plus. Et c'est un cauchemar pour le cutman. Heureusement, c'était un cutman qui était expérimenté, Rudy Hernandez, qui est aussi entraîneur, dont le poste habituel est entraîneur, mais cette fois, il était cutman. Il a fait quand même un bon boulot parce qu'il a réussi à limiter les saignements, même s'ils ont repris par la suite, ça aurait pu devenir pire que ça et ça aurait même pu mettre fin au combat. Et vu que c'était une coupure sur un coup de poing, ça aurait été un chaos technique. Et c'était un risque pour Pulev parce que c'est l'aspirant numéro 1 à Joshua. Il avait un combat de championnat. Rien n'est assuré avec Joshua, mais il était en bonne position pour décrocher un combat de championnat. Il a mis ce rang de numéro 1 en danger en acceptant un combat qui n'était pas obligatoire pour lui. Et ça a failli lui jouer des tours parce que s'il n'avait pas appuyé sur l'accélérateur après, on a senti l'urgence. Après la coupure. D'ailleurs, Dino, à un certain moment, a reçu un coup bas et s'il avait décidé d'abandonner, il aurait probablement pu avoir la victoire à ce moment-là. Ouais. Et en plus, Pulev n'est pas forcément un gros cogneur. C'est un gars qui a quelques KO, mais c'est généralement à l'usure. Et on a senti que Dino, il a fait la coupure et après, il a lancé beaucoup de coups dans ce round-là, dans le 4e. Et j'ai l'impression qu'il a vidé tout son réservoir et qu'après, il n'avait plus rien du tout, plus d'essence dans le moteur. Et qu'il s'est contenté d'attendre de se faire passer le KO. C'est vrai qu'il y a eu un coup en arrière de la tête, par contre, de Pulev. Sur le premier knockdown, ça n'a pas été compté comme un knockdown, mais la première fois qu'il est allé au tapis, il y a 2 coups en arrière de la tête, dont un où il est avec le genou au sol. L'arbitre a jugé que c'est dans la continuité de l'enchaînement de coups que Pulev avait lancé. C'est plus ou moins vrai. Je pense aussi que le fait que Dino était complètement penché vers l'avant et que Pulev n'avait pas vraiment d'autre solution que de le frapper par-dessus a fait en sorte que l'arbitre n'a pas voulu disqualifier Pulev pour ce coup en arrière de la tête. L'arbitre a vu aussi que ce n'était pas le coup le plus puissant et que Dino était capable de reprendre le combat. Donc il lui a dit tout de suite, tu es capable de reprendre, mais prends ton temps pour
pour encaisser ce coup-là, tu vas te relever, tu vas reprendre le combat. Je pense que c'est une bonne décision de la part de l'arbitre. Par contre, un qui n'a pas pris une bonne décision, c'est Pulev après le combat. Ouais, là, justement, je voulais en parler. Parce que normalement, il n'y aurait plus rien à dire sur ce combat-là. On tourne la page, on se dit, OK, qui va affronter Joshua ou peu importe, là, Tyson Fury, vu qu'il a signé un contrat avec Top Rank. Non. Pulev, lui, décidé d'embrasser la reporter de Vegas Sports Daily, Jenny Souchet, qui, elle, sur Twitter, n'a pas nécessairement commenté directement, a répondu à un internaute et elle a qualifié l'incident d'embarrassant et d'étrange. OK. Puis il y a quelqu'un qui a suggéré ensuite awkward. Il n'y a pas de traduction française pour ce mot-là et je pense que c'est parfait. Elle a répondu très. Et là, je voyais, parce que j'ai pas eu connaissance immédiatement de cet incident-là, ça a pris, je pense, 2-3 jours et je voyais des réactions sur Facebook où on banalisait un petit peu, le geste de Pulev. On disait, mon oncle Brat, il n'y a pas son pareil quand il est festif. Hey, vous étiez où, vous autres, depuis 1 an et demi? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, là? Il y a un certain hashtag MeToo qui est entre-temps, que les gens n'ont pas... c'est passé par-dessus la tête de certains. Et là, lui, il a comme c'est mon ami, puis wow, ça se fait pas. Ouais, tout simplement. Je c'est comprends comme pas ce qui lui est passé conduire comme sa voiture avec la 40 entre les deux jambes, là. Allô? Ouais, je sais pas quelle bulle lui a passé au cerveau, mais... Ça va lui, forcément, il va avoir des conséquences à ça. Ça pourrait être son combat de championnat ou son rang de numéro 1 qu'il perd à cause d'une bêtise comme ça. C'est inconcevable. Mais écoute, dans la vie, il faut prendre les responsabilités de tes actions. Il a fait quelque chose qui est absolument pas acceptable. Et ben, il va en subir les conséquences et tant pis pour lui. Sinon, au cours de ce gala, on voyait également à l'œuvre un jeune espoir du nom de... C'est Maxime Dadachev. Et voilà, qui affrontait un boxeur qui est bien connu ici, Ricky Sismondo, qu'on avait déjà vu à quelques reprises, notamment contre Dirigeant, contre Ghislain Madouma et contre Yves Ulysse-Fils. Et les choses n'ont pas nécessairement bien tourné pour... notre ami philippin. Oui, on sait que Sismondo, il peut jouer les troubles faits. Il avait battu Ghislain Madouma, il avait fait un match nul contre Dirigeant, un combat nul, pardon. Il a failli refaire le coup à Dadachev. Il l'a envoyé au tapis au 2e round avec il est passé en gaucher, c'est un gars qui change de garde. Il est passé gaucher, il lui a envoyé un 1-2 jab direct, plein menton. Dadachev est tombé, s'est relevé rapidement, il n'était pas sonné, mais ça l'a quand même envoyé au tapis. Après le problème de Sismondo, c'est qu'il a essayé de continuer sur sa lancée, d'agresser Dadachev, mais seulement il avance sans faire trop attention à sa défense. Il change de garde pendant qu'il avance sur l'adversaire, avec le menton un peu dans les airs. On a vu ce que ça a donné quand tu fais des erreurs techniques comme ça contre un bon technicien comme Dadachev, tu le payes cash. Ça a été le cas, il a encaissé un enchaînement, très bel enchaînement. Crochet gauche direct du droit en plein dans le mille, ça l'a envoyé au tapis et puis on a vu tout de suite que c'était terminé là. Il était allongé sur le dos, les 2 bras sur le côté, et ce que j'ai beaucoup aimé de la part de Dadachev, déjà qu'il s'est relevé pour pouvoir passer le KO, c'est très bien, même c'était un peu c'est pas un flash knockdown, mais il était pas ébranlé, il n'était pas sonné, mais ce KO il l'a réussi en reculant. Ça, c'est très rare, les boxeurs qui arrivent à développer de la puissance en reculant. Il est en train de reculer quand il envoie ce crochet. Et si tu regardes le ralenti, il fait vraiment le mouvement. Il arrive à mettre beaucoup de poids. Il y a très peu d'espace, mais il arrive à mettre beaucoup de poids, beaucoup de puissance dans ce crochet parce qu'il tourne tout le corps, il tourne le coude après l'impact. Techniquement, c'est très bien fait et il enchaîne avec la droite derrière. Donc, c'est un très bon point pour lui parce que c'est un gars qui se déplace bien. Et s'il arrive à mettre sa puissance pendant qu'il recule, ça va le rendre encore plus dangereux auprès de boxeurs qui mettent beaucoup de pression, comme c'est le cas de Sismondo. Sinon, un peu de choses à dire de la demi-finale qui mettait en vedette Jesse Magdaleno, qui lui, c'est un combat de retour. Il s'est incliné devant Isaac Dogboe à son dernier combat au mois d'avril. Affrontait Rico Ramos et ça a été somnifère pour être poli. Oui, j'avais dit la semaine dernière que Ramos était un boxeur prudent. C'était un euphémisme parce qu'il a été plus que prudent, il n'a pas lancé de coup, tout simplement. Il ne s'est même pas comporté comme un professionnel. Il est arrivé, il n'a pas fait le poids.
Il est arrivé plus d'une livre au-dessus de la limite des 130. Et pendant le combat, est-ce que c'est parce qu'il a essayé à tout prix de faire le poids et qu'il n'avait plus d'énergie, ou est-ce que c'est mental? Moi, je pense que c'est mental parce que ça avait été un peu la même chose contre Guillermo Rigondeaux. C'est un gars qui a les habiletés, c'est ça qui est énervant, c'est que c'est un gars qui est talentueux, qui a les habiletés techniques, qui a les habiletés physiques aussi, parce qu'il est vif, il est rapide, mais il lance pas de coups. C'est mental, il n'arrive pas à, quand il est sur la grosse scène contre des adversaires de renom ou de haut niveau, il a un espèce de blocage mental et il n'arrive pas à laisser ses mains partir, il lance pas de coups. Donc forcément, ça ne donne pas un combat très intéressant. Et en face, Magdaleno n'a pas été non plus super actif, il s'est contenté d'engranger les rounds les uns après les autres sans prendre trop de risques. C'est un combat à oublier pour tout le monde. Si vous ne l'avez pas vu, ne vous empressez pas d'aller le regarder sur YouTube, vous n'avez rien manqué. Il y avait exceptionnellement de la boxe le dimanche soir. Ça mettait en vedette deux anciens champions du monde, Lamont Peterson et Sergei Lipinets. On attendait beaucoup de ce combat. Ouais. Et ça a été une fin assez abrupte pour Lamont Peterson, une défaite par arrêt de l'arbitre, et il a annoncé sa retraite après le combat. Ouais. Bah, en tout cas, ça a été, je ne m'attendais pas forcément à un super bon combat étant donné l'inactivité de Peterson et ses derniers combats. Mais finalement, ça a été un très bon spectacle. Deux gars qui sont venus pour se battre en très bonnes conditions physiques. C'est Peterson qui a mieux commencé le combat. Notamment, il a très bien travaillé au corps, avec son crochet gauche au corps qui a touché la cible tout au long du combat. Il voulait essayer de ralentir un petit peu, de ralentir Lipinets, dont on connaît le cardio. Lipinets, c'est un gars qui n'arrête jamais, il lance énormément de coups, il met beaucoup de pression sur l'adversaire. Peterson a essayé de le ralentir, ça n'a pas vraiment marché, mais c'est quand même lui qui a eu l'avantage au début de combat avec ce crochet au corps et aussi avec sa droite. J'ai bien aimé comment il l'a placé parce que Lipinets garde les mains assez basses. Il a un lazy jab, un jab paresseux qui revient très très bas au niveau des hanches. Et à chaque fois, Peterson l'a puni en le contrant avec son direct de la droite, en contrant le jab avec son direct de la droite. Donc il l'a atteint à plusieurs reprises. Mais on sentait que les coups de Peterson n'avaient pas beaucoup d'effet sur Lipinets. Il les a absorbés relativement facilement. Ça n'a pas vraiment fait de dégâts sur le Russe. Alors que l'inverse, par contre, ce n'était pas du tout le cas. On sentait que les coups de Lipinets portaient beaucoup plus, avaient un impact beaucoup plus important sur Peterson. On a pu voir qu'il lui a fait mal à quelques reprises, sans forcément le faire vaciller, mais on sentait que les coups, il les encaissait pas super bien, Peterson. Et au 8e, il y a eu cette droite. J'ai beaucoup aimé la manière dont il l'a lancé. Il baisse la main droite au niveau de sa hanche, comme s'il allait lancer un crochet au corps, et finalement il le remonte à la tête. Les mains de Peterson n'étaient plus là, il l'a pris en pleine mâchoire. Il a vacillé et il s'en est jamais vraiment remis. Il n'est pas tombé dans ce round-là, il a réussi à survivre, même s'il était mal en point. Il a survécu aussi au 9e round, mais au 10e, il y a un crochet gauche qui l'a atteint à nouveau à la tempe. Et là, il n'a pas été capable de récupérer. Il a fini par tomber sous le barrage de coups de Lipinets. Et c'est Barry Hunter, l'entraîneur de Peterson, qui a jeté la serviette. Il a très bien fait. Il restait 1 seconde dans le 10e round. Il y a beaucoup d'entraîneurs qui auraient repris leur boxeur pour le mettre sur la chaise, essayer de le réveiller pour le renvoyer au combat. Mais Barry Hunter, on connaît son histoire avec les frères Peterson. Il les a sortis de la rue quand les deux jeunes étaient des sans-abri. C'est plus qu'un entraîneur, c'est un père pour ces gars-là. Il les considère aussi comme ses fils. Et je pense qu'il a pris une excellente décision en arrêtant le combat à ce moment-là. Oui, il aurait peut-être pu essayer de ramener Peterson à la vie, entre guillemets. Mais je pense que la solution, c'était de l'arrêter à ce moment-là. C'est une décision qui est difficile, que peu d'entraîneurs prennent parce qu'ils veulent à tout prix gagner et que ce n'est pas eux qui encaissent les coups. Je trouve que Barry Hunter, il a fait un excellente décision dans ce cas-là. Il a très bien fait d'arrêter le combat. Et Peterson, c'est logique qu'il prenne sa retraite parce que ça faisait déjà 14 mois qu'il ne s'était pas battu depuis sa défaite contre Errol Spence, qui avait déjà été un combat très difficile physiquement pour lui. Il avait pris beaucoup de coups. Il a pris du temps à s'en remettre. Il a pris 14 mois à revenir dans le ring. Et même avant, c'était son 3e combat en 3 ans et demi. C'est très peu à 35 ans. C'est difficile de garder le rythme et on a pu voir qu'il a baissé de régime en 2e partie de combat. Est-ce que c'est dû à l'âge? Est-ce que c'est dû à l'inactivité? Ou est-ce que c'est dû au bon travail de Lipinets qui mettait sans arrêt la pression? Je pense que c'est une combinaison de ces 3 éléments-là. Mais c'est vrai qu'on sentait la fin arriver du côté de Peterson. Déjà, les résultats étaient en baisse.
physiquement aussi, il commence à accuser un petit peu le coup. Et avec un mentor comme Barry Hunter, forcément, il leur a appris aux deux frères Peterson à mettre leur argent de côté, à penser à l'avenir, au lieu de tout flamber comme certains boxeurs font. Donc je pense que Lamont Peterson, dans son cas, il a fait déjà quelques millions en se battant au championnat du monde, notamment contre Amir Khan. On s'en souvient de ces grands combats. Je pense qu'il a mis de l'argent de côté, son avenir est relativement assuré. C'est un gars qui est très sage aussi, qui s'implique dans sa communauté, donc c'est pas une tête folle. Un peu on va comparer vite fait, mais un peu à l'image d'un Luchan Bouté, si tu veux. C'est quelqu'un qui est apprécié à Washington, et je pense qu'il a un avenir tout tracé, que ce soit dans le monde de la boxe ou dans l'aide communautaire, si tu veux. Tu évoquais le nom de son frère Anthony Peterson un peu plus tôt. Ben, lui, il se battait en demi-finale et ça a été un verdict nul partagé dans le sens le plus pur du terme. Une carte de 96-94 de chaque côté et une autre de 95-95 pour son jeune frère, dont on disait que la semaine dernière, son potentiel peut-être pas entièrement exploité. Oui. Ben, c'est un gars qui était resté souvent un peu sous le radar et qui avait eu, quand il avait eu sa chance contre Brandon Rios, il avait été disqualifié pour une série de coups bas. C'est un gars qui a du talent. Mais là encore, il lui manque ce petit truc pour passer au niveau supérieur. Il a dominé le début du combat en étant plus mobile, en utilisant beaucoup son jab, en travaillant bien au corps, en étant plus actif que Mendes. Mais en fin de combat, il savait qu'il avait une certaine avance et il a décidé de, entre guillemets, gérer. Alors je ne sais pas si c'était la fatigue parce qu'il ne m'avait pas l'air particulièrement fatigué. Il avait l'air encore vif, d'avoir des bons réflexes. Il ne semblait pas d'être un gars qui avait plus d'essence dans le moteur, pardon. Et il a décidé un peu de gérer. Il a lancé beaucoup moins de coups. Il a laissé Argenis Mendes venir à lui et contrôler le centre du ring surtout. Donc ces 3 derniers rounds, ils sont clairement à l'avantage de Mendes, qui a lancé plus de coups, qui a atteint la cible plus souvent, qui a contrôlé le ring, qui était au centre du ring et Peterson tournait autour. Il a un peu laissé le combat glisser entre ses doigts alors qu'il le tenait fermement. Et le verdict nul est tout à fait logique. Quand tu vois un juge qui donne d'un côté 96-94, un autre juge qui a le même score pour l'autre boxeur 95-95, c'est-à-dire que c'était un combat très serré. Et pour ma part, les rounds étaient assez clairs. Il n'y avait que 2 ou 3 rounds qui pouvaient aller d'un côté ou de l'autre. On a bien vu qu'il y a un juge qui l'a donné d'un côté et un juge qui l'a donné de l'autre. Donc c'est un verdict nul tout à fait logique. Mais effectivement, Peterson, c'est un peu à cause de lui qu'il y a eu ce verdict nul parce qu'il n'a pas tenu le rythme jusqu'au bout. Il a arrêté le combat 3 rounds avant la fin. Le temps de quelques actualités. Finalement, on connaît l'adversaire de Marie-Ève Dicker. On rappelle, elle était censée affronter Lina Tejada, mais la régie l'a disqualifiée. Finalement, le prix de consolation est pas mince. C'est la Suédoise Mikaela Loren qui est première aspirante à son titre du côté de l'IBF. Ça va être présenté le 13 avril prochain au cabaret du Casino de Montréal. Loren a affronté 2 fois Cecilia Brækhus, la grande championne unifiée chez les poids mi-moyens. Ça a été 2 défaites par arrêt de l'arbitre, mais ça reste une boxeuse qui a énormément d'expérience. C'est 36 combats, là, si ma mémoire ne me trompe pas. Oui, 36 combats, 31 victoires, 5 défaites. Et c'est, tant qu'à moi, c'est une bien meilleure adversaire que Tejada. Donc finalement, cette histoire de deuil tourne plutôt bien à l'avantage de Dicker parce qu'elle aura une adversaire bien plus expérimentée, bien plus talentueuse en face d'elle. Ça sera un bien plus grand défi que Tejada. Loren, elle mesure 5 pieds 10. C'est-à-dire qu'elle est plus grande que Marie-Ève Dicker, elle a une plus grande portée. C'est rare que Marie-Ève Dicker affronte des boxeuses plus grandes qu'elle. Donc ça va être un petit peu une nouveauté pour elle, une manière d'apprendre aussi à affronter un nouveau style dans le ring. Pour moi, c'est que du positif. Bien évidemment, c'est dommage qu'elle n'ait pas pu se battre le week-end dernier. Mais c'est mieux. Je trouve que l'affrontement qu'elle a maintenant est mieux que celui qui était prévu contre Tejada. Donc c'est une bonne nouvelle pour Marie-Ève. Et en plus, comme elle a affronté 2 fois Brækhus, on va pouvoir faire le petit jeu des comparaisons dont on parle souvent. Malheureusement pour elle, Brækhus l'a mise 2 fois KO, c'est-à-dire qu'elle a un peu de pression sur les épaules. C'est que pour se comparer, il va falloir qu'elle réussisse un KO, ce qui n'est pas sa
sa spécialité. Il n'a pas encore réussi un là, depuis le début de sa carrière. Et Lauren, elle a de l'expérience contre des très bonnes boxeuses. Elle a perdu aussi contre Christina Hammer, qui est la championne chez les poids moyens, si je ne me trompe pas, la prochaine adversaire de Claressa Shields. Et elle a des victoires contre les 2 dernières adversaires de Cecilia Brækhus, c'est-à-dire l'américaine polonaise Alexandra Mazdiak-Lopez et Kali Reis, l'américaine. Donc c'est deux boxeuses de bon niveau que Lauren a battues relativement facilement. Donc c'est le signe que c'est une boxeuse de bon niveau et un bon défi pour Marie-Ève Dicker. Autre petite nouvelle du côté de groupe Yvon Michel, on a dit que Oscar Rivas est tout près de signer une entente de 4 combats avec Top Rank. Va se battre vraisemblablement le 15 juin en sous-carte du prochain combat de Tyson Fury, qui lui a signé un contrat. La presse anglaise parle 100 millions de dollars américains, c'est quand même pas rien. Et éventuellement, si Fury n'affronte pas, que ce soit Deontay Wilder ou Joshua, on dit que Rivas pourrait potentiellement être le prochain adversaire en ligne à la fin septembre, au début du mois d'octobre. Par contre, on nous disait la même chose pour le combat de Fury qui s'en vient. On disait dans les 3 finalistes, finalement, ça ne s'est pas avéré. Donc, bon, c'est le jeu du promoteur aussi de faire la promotion de son boxeur, mais bon, il faut être prudent. Là, mais il reste une option viable pour Fury, donc c'est très bien pour lui. Cette victoire contre Jennings, ça a ouvert les yeux du public américain sur son potentiel. Je pense pas qu'il soit en mesure de battre Fury juste pour une question de taille et de portée. Mais ça lui ferait quand même, c'est ce que tu veux quand tu es un boxeur professionnel, c'est avoir les gros combats et les grosses bourses qui viennent avec. Oui, parce qu'on nous dit qu'un combat contre Fury, ça rapporterait bon an mal an la même chose que d'affronter Wilder ou Joshua à l'heure actuelle. Ouais. Donc, puis on ne démérite pas de perdre devant Tyson Fury, qui est encore le champion linéaire. Qui est toujours invaincu. Et si tu perds contre Fury, tu subis aussi un peu moins de dommages que si tu perds contre un cogneur comme Joshua ou comme Wilder. Alexander Usyk, on se doutait, hein? Elle est passée chez les poids lourds après avoir été champion unifié, ramassé toutes les ceintures chez les lourds légers. 4e meilleur boxeur livre pour livre selon The Ring, 6e selon ESPN. Devrait affronter Carlos Takam le 17 ou le 18 mai prochain à Chicago. Pourquoi un imbroglio sur les dates? Parce que Deontay Wilder affronte Dominic Breazeale le 18 mai sur Showtime. DAZN va pas nécessairement se lancer dans la contre-programmation comme ESPN va le faire avec Beterbiev le 4 mai. Ce qui est selon moi une très bonne chose. Oui, d'autant plus que là, on a exactement 2 combats dans la catégorie des poids lourds. DAZN reste une chaîne encore à diffusion assez limitée. On se doute que Wilder passerait la gratte cette soirée-là, d'autant plus que Wilder est américain parce que combat Pulev-Dino, aussi intéressant soit-il, c'était les plus faibles codes d'écoute depuis que la boxe est revenue à ESPN dans sa forme actuelle là, depuis 2017. Donc, un Bulgare contre un Roumain. C'est ça, c'est 2 boxeurs de l'Est qui ne sont pas les plus connus, qui n'ont pas forcément les styles les plus excitants non plus. Donc, c'est pas une surprise que ça ne soit pas des super codes d'écoute. Dans le cas de Usyk, j'ai aucun doute qu'il va réussir des bonnes performances chez les poids lourds. La seule question que j'ai, c'est au niveau du poids, parce qu'il faisait la limite à 200 livres. C'est un gars qui mesure 6 pieds 3, donc il a quand même une bonne taille. Il a une bonne portée aussi, 78 pouces, si je ne me trompe pas. Bon, c'est moins que les champions de la catégorie, mais c'est quand même relativement respectable. Et c'est surtout au niveau de la technique qu'il est supérieur à beaucoup, voire tous les poids lourds de la planète. Le problème, ça va être vraiment, le problème entre guillemets, là, ça va vraiment être physique. Est-ce qu'il va être capable d'amener sa puissance chez les poids lourds avec des gars qui pèsent 60 livres de plus? Est-ce qu'il va être capable de prendre les coups surtout, de les encaisser? Au niveau technique, j'ai aucun souci avec lui, surtout au niveau de son jeu de pied qui est exceptionnel. Il va apparaître une ballerine dans le ring par rapport à des poids lourds. Contre Takam, ça va être une bonne indication parce que Takam n'est pas forcément un gros cogneur, mais c'est un gars qui met beaucoup de pression et qui frappe beaucoup et surtout qui est très fort physiquement, qui va aller au corps à corps. On s'en souvient de son combat contre Chisora qui avait... J'étais fatigué pour eux. À l'intérieur, épaule contre épaule, avec des petits uppercuts, des coups au corps. C'est épuisant comme style de combat, ce que fait Takam. Par contre, ça m'étonnerait qu'il soit capable de le faire contre Usyk, qui va rester à distance, utiliser son jab,
tourner autour de ta cam pour le tapocher, entre guillemets, avant de ressortir. On va pouvoir au moins avoir une indication de ce que peut faire Alexander Usyk chez les poids lourds. Et c'est pas un combat qui est hyper dangereux pour lui. C'est pas un gros cogneur en face de lui qui peut le mettre KO avec un seul coup de poing. Encore une fois, une fin de semaine chargée dans le monde de la boxe. Ça commence ce jeudi soir, 21h, sur UFC Fight Pass. Les amateurs d'arts martiaux mixtes qui sont abonnés à la chaîne pourront voir un combat entre Kendo Castaneda et Udi Bernardo. C'est le 4e événement déjà de Roy Jones Jr. Promotions qui a signé un contrat avec UFC Fight Pass. Je pense que c'est 72 événements en l'espace de 3 ou 4 ans. Castaneda est 14e aspirant au titre des super légers de la WBA. Et savais-tu qu'il provient d'une famille de boxeurs? Son grand-père maternel était boxeur et son oncle s'est déjà battu contre Jesse James Leila. Et il a été son partenaire d'entraînement, combat qui est présenté dans sa cour à San Antonio. Et on sait que l'UFC s'intéresse aussi à la boxe depuis ce combat entre McGregor et Mayweather. Et avec la machine de promotion du UFC, c'est intéressant de voir qu'ils commencent à diffuser des combats de boxe aussi, parce qu'on sait qu'ils sont passés maîtres avec Dana White dans la promotion et ils sont capables de faire passer des événements à haut niveau supérieur, d'attirer énormément de monde et d'en faire parler dans les médias. Donc c'est une bonne nouvelle pour la boxe. C'est peut-être une belle avenue pour Roy Jones. Maintenant, il faudrait qu'il arrive à attirer des boxeurs de haut niveau dans son écurie pour que ça devienne intéressant. Ça se poursuit samedi 15h sur DAZN. Liam Smith qui affronte Sam Eggington. C'est le premier duel de Smith, un ancien champion des poids super mi-moyens depuis sa défaite contre Jamie Munguia au mois de juillet dernier. Il trouve un compatriote qui n'a pas nécessairement la même expérience parce que Smith a subi son autre défaite en carrière contre Canelo Alvarez. C'est pas rien. Et avant Munguia, il a l'expérience des rencontres au sommet dans son pays. Il avait affronté 2 fois Liam Williams et l'avait battu. Et Liam Smith, c'est le frère de Callum Smith, le grand frère de Callum Smith. C'est un bon technicien, c'est un gars qui est capable qui a un bon timing. Il a été capable de déranger Munguia au début du combat à cause juste au niveau technique. Le problème contre Munguia, c'est qu'il a dû essuyer une tempête. Munguia, il s'en fout de ce que tu fais. Lui, il avance, il lance des bombes dans tous les sens et il n'arrête jamais. C'est épuisant pour l'adversaire, ça doit être épuisant pour lui aussi, mais il a un cardio incroyable, Munguia. Il est capable de faire ça pendant 12 rounds. Liam Smith, lui, n'a pas été capable de prendre ces coups-là jusqu'au bout. Il a bien commencé le combat, mais après, physiquement, c'est devenu trop dur pour lui. Contre Sam Eggington, ça ne va pas être le cas parce que Eggington n'est pas Munguia, loin de là. C'est plutôt un combat de retour pour Liam Smith, pour pas avoir à enchaîner 2 défaites de suite, on va dire. Il revient pour gagner, on s'attend à ce qu'il gagne et ça devrait être le cas. Et ça continue. Samedi 19h30, toujours sur DAZN, Ryan Garcia qui affronte José Lopez. C'est une 18e sortie pour l'un des plus beaux espoirs de Golden Boy Promotions que nous avons déjà vu ici à l'œuvre à Laval, en sous-carte de Lemieux Sanders. C'était au mois de décembre. Je m'en souviens même 2017. Plus. Garcia, il a seulement 20 ans. Donc, il faut être un peu patient avec lui, est en phase de développement. Quelqu'un me disait, Golden Boy, son recrutement a été un peu coussi-coussa au cours des dernières années. Donc, on va protéger ce joyau. Lopez, lui, revient d'un revers contre Jonathan Okendo. En veux-tu encore? Vas-y, envoie. Et là, c'est la cerise sur le Sunday. TSN 2, 22h. Alexander Gvozdyk qui affronte Dodo Ngumbu. Ouais, c'est sa première défense pour Gvozdyk du titre des mi-lourds du WBC qui appartenait jusqu'à cette soirée du 1er décembre dernier à Adonis Stevenson. On n'a pas besoin de rappeler ce qui s'est passé. Une très, très dure défaite par knockout. En principe, l'adversaire de Gvozdyk ne devrait pas lui poser trop de problèmes parce que je regardais là, sa fiche. Bon, on sait les règles de 3, il faut faire attention avec ça et tout. OK. Il a perdu 2 fois contre Igor Mikhalkin, a perdu une autre fois. 3 fois même? OK. Une fois en tout début de carrière. J'étais désespéré, je ne me suis même pas rendu jusqu'à la fin de la fiche. A perdu une autre fois contre Andrei Fonfara, des adversaires qu'on a vus à moult reprises. Isaac Chilemba aussi. On connaît leur niveau, donc on peut... Gvozdyk,
malgré le fait que, bon, on disait que le combat était assez serré contre Stevenson, on sentait qu'il... Pas de la nervosité, mais a été très, très, très prudent pendant les premiers rounds. C'est pas trop mis en danger. Ça me faisait penser un peu, là, toutes choses étant égales par ailleurs, au premier combat entre Eleider Alvarez et Sergey Kovalev. Il laissait peut-être un peu aller les choses, mais on voyait qu'il roulait bien avec les coups et tout. Et quand c'est venu de passer aux sauges, chérieuge, attention. Donc, ça devrait en principe être une première défense assez facile pour Gvozdyk. Puis c'est aussi une bonne façon là, de se faire connaître, de faire en sorte qu'il y ait un engouement autour de sa personne en signant une belle petite victoire là, par arrêt de l'arbitre. Ouais, on souhaite le meilleur à Ngunbu, mais ça va être très compliqué pour lui. C'est un adversaire très inférieur à ce qu'était Stevenson pour Gvozdyk. On connaît les habiletés de Gvozdyk, il s'entraîne avec Lomachenko, Usyk. Il fait partie de cette hydre à trois têtes des Ukrainiens qui sont 3 champions incroyables. Gvozdyk a une super technique, pas un énorme cogneur, mais une bonne force de frappe, très précis. Je pense que ça va être très compliqué pour le Français Ngunbu. Et c'est peut-être aussi une manière de revenir pour Gvozdyk, de reprendre un petit peu le goût de boxer, parce que quand ton adversaire, comme ça a été le cas pour Stevenson, subit des blessures graves après le combat, qu'il est dans le coma, ça peut laisser des traces mentalement du côté du boxeur qui a gagné le combat. Ça avait été le cas pour Mike Perez quand il avait envoyé dans le coma, comment il s'appelait le russe, Abdusalamov, c'était il y a quelques années. Mike Perez a pris énormément de temps à s'en remettre mentalement parce en gros, il se sentait mal. Il se sentait mal d'avoir blessé l'adversaire gravement, de l'avoir handicapé. Abdusalamov maintenant est dans un fauteuil roulant. Il a subi des lourds dégâts cérébraux. Et Mike Perez, il en a parlé régulièrement en entrevue. Ça a été quelque chose qui a été très compliqué pour lui. Et il n'avait plus vraiment le goût de boxer. Il n'avait plus cette hargne. Il n'avait plus l'envie de monter sur le ring. Et peut-être que du côté de Gvozdyk, il a ressenti des symptômes un peu similaires et qu'on voulait pas l'envoyer tout de suite contre un gars dangereux alors qu'il est peut-être pas prêt mentalement. On voulait qu'il reprenne peut-être goût à la compétition, qu'il ait un combat relativement facile pour revenir un peu dans le bain et tourner la page en quelque sorte. Également de la partie sur cette carte dans les événements préliminaires, Christian Mbili. Il était censé affronter Christopher Pearson dans un combat prévu pour 10 rounds, ce qui était un affrontement assez intéressant, assurément le plus difficile depuis le début de sa carrière. Ouais. Pearson, un Américain plus ou moins connu, mais il a quand même participé au World Series of Boxing. Ça nous donne une idée de son niveau. Finalement, c'est devenu, j'ai regardé sur BoxRec, un combat prévu pour 8 rounds contre un homme du nom de Humberto Gutiérrez Ochoa, un vétéran de 42 duels en carrière, qui a déjà combattu en championnat du monde chez les Super Plumes, mais bon, une existence peut-être un peu compliquée parce qu'il n'a pas boxé de novembre 2015 à février 2018, et avant son arrêt, j'ai dit, s'est battu en championnat du monde chez les Super Plumes, donc limite à 130 livres. Et là, a même fait un petit combat à 172, mais qui suis-je pour juger? Hein? Donc là, c'est un combat, Mbili se bat chez les poids moyens, donc... On verra, mais ça va être, à mon avis, une victoire facile pour Mbili, d'après la fiche de l'adversaire. Mais dans le cas d'Mbili, ce n'est pas forcément le nom de l'adversaire qui est important, c'est vraiment son développement, qu'il mette en application ce qu'il apprend avec Mark Ramsey, ce qu'il apprend à l'entraînement. C'est ça qui, à mon avis, est important, qu'il continue à engranger les victoires. L'adversité, ça va arriver, t'inquiète pas, on a des grandes aspirations pour Mbili. Là, c'est pas l'adversaire qui était choisi à la base, c'est un adversaire de remplacement, donc forcément, c'est pas aussi satisfaisant pour nous comme affrontement, mais bon, c'est ça la réalité de la boxe. Des fois, il y a des blessures, il y a des désistements de dernière minute, il faut faire avec. Et une belle prestation, il peut se retrouver dans les faits saillants de l'événement principal à ESPN, comme ça a été le cas pour Dadachev contre Sismondo. Combat qui était seulement présenté sur ESPN+, mais le knockout était tellement spectaculaire que quelques centaines de milliers de personnes ont pu le voir. D'ailleurs, ça marque une fin de semaine assez chargée pour notre ami Mark Ramsey, parce que vendredi soir, il va être à Toronto pour un événement qui met en vedette le poids lourd Alexander Teslenko,
Aussi sur cette carte, il y a Custio Clayton et Patrice Volny. On aura l'occasion d'y revenir la semaine prochaine s'il y a des choses dignes de mention. Et samedi, il se déplace à Philadelphie pour être dans le coin de Christian Mbili. Ça fait encore une fois des fins de semaine occupées. D'ailleurs, il est censé ouvrir son gymnase là, propre à lui. Va prendre possession des lieux au mois de juin, mais il nous disait beaucoup de rénovations à faire et ouverture officielle le 1er juillet. On pourrait aller faire quelques rondes de sparring, toi et moi. Hein? On pourrait. Parce qu'on a sensiblement le même poids. C'est pas comme Paul Byron et Uyghur. Et Uyghur des Panthers. Bel uppercut en passant, mais il aurait pu s'en passer. Et voilà. Donc sur ce, je vous invite à visiter notre page Facebook, le compte de 8 ou encore nos différents comptes Twitter, que ce soit @FPaquinRDS ou encore @AdrienMeur. Je vous rappelle que c'est possible de nous écouter chaque semaine sur Spreaker, iTunes, Google Play Music et Spotify. Au nom d'Adrien Meur, ici Francis Paquin qui vous remercie d'avoir été des nôtres et qui vous dit à la prochaine. Ciao.